Depuis près de 800 ans, c'est l'une des forteresses les plus imposantes d'Europe du Nord, contrôlant l'accès à la mer Baltique. Depuis 80 ans, elle est sous contrôle soviétique russe, et depuis 20 ans, elle est le seul avant-poste de la Russie au cœur des terres de l'OTAN. Elle s'avance de façon insolente, comme un bouton bien visible, entouré d'une peau sans défaut, qui ne demande qu'à être percée. Maintenant, un haut général américain affirme que l'OTAN peut faire exactement cela, et pas en semaines, ni même en jours, mais en quelques heures seulement. S'emparer de Kaliningrad lors d'une opération éclair changerait l'équilibre sécuritaire en Europe en un clin d'œil. Cela pourrait rendre l'OTAN imprenable sur son flanc nord-est, mais cela pourrait aussi provoquer une guerre nucléaire. Alors, examinons de plus près cette histoire, et pourquoi elle est importante. L'oblast de Kaliningrad est la province la plus occidentale de la Fédération de Russie, et la seule qui n'est pas directement reliée aux autres terres russes. Entre elle et la Russie continentale se trouve la nation de Biélorussie, et une bande de 100 km de la Lituanie appelée le corridor de Suwałki. Ce qui est central à notre histoire, comme vous le découvrirez un peu plus tard. Malgré sa déconnexion physique du reste du pays, ou peut-être à cause de cela, Kaliningrad constitue une pièce vitale du dispositif de sécurité de la Russie, à la fois offensivement et défensivement. L'enclave se trouve dans un emplacement hautement stratégique, coincé entre la Lituanie et la Pologne, à la base de la mer Baltique, autrement appelée le lac de l'OTAN. Elle ne couvre que 87 miles carrés au total, et mesure 47 miles de large à son point le plus large. Pourtant, depuis cette position, une armée peut projeter sa puissance sur de vastes zones stratégiquement importantes. Sur le plan nautique, c'est la position idéale pour projeter sa puissance à travers la mer Baltique et en contrôler l'accès. À l'intérieur des terres, une armée dotée de capacités efficaces de déni d'accès aérien, ou A2OAD, peut couper l'accès de la Pologne et de la Biélorussie vers les États baltes et la Finlande. Il n'est donc pas étonnant que cet endroit soit essentiellement une forteresse depuis le début du Moyen-Âge, même s'il ne s'appelle Kaliningrad que depuis 1945. En 1255, lors des croisades du Nord, les chevaliers teutoniques ont fondé une nouvelle forteresse sur le site de l'ancienne colonie prussienne de Twangster, qu'ils venaient tout juste de ravager. Ils l'ont appelée Königsberg, ce qui signifie montagne du roi, en l'honneur du roi Ottokar II de Bohême. À part une période au XVe siècle, lorsqu'elle s'est passée sous domination polonaise et a été appelée Kruliliec, la ville est restée sous contrôle allemand ou prussien et a conservé le nom de Königsberg jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. En tant que plus grande ville d'Allemagne à l'est et centre névralgique, la ville a subi de lourds dégâts lorsque l'armée allemande s'est effondrée dans la dernière partie de la guerre. D'abord, elle a été bombardée par les Alliés en 1944. Ensuite, une grande partie de ce qui restait a été réduite en ruines lors de la bataille de Königsberg, qui s'est terminée par sa capture par les Soviétiques, le 9 avril 1945. L'accord de Potsdam de 1945 l'a officiellement placé sous administration soviétique, et ils l'ont renommé Kaliningrad l'année suivante, en l'honneur de Mikhaïl Kalinin, président du Présidium du Soviet suprême qui venait de décéder. À l'époque, les habitants de la ville étaient principalement des Allemands, avec une minorité lituanienne. Beaucoup de leurs familles y vivaient depuis des siècles. Au cours des années suivantes, les Soviétiques ont expulsé tous les Allemands vers l'Allemagne, ne laissant que les Lituaniens sur place. Ils ont ensuite fait venir des camions entiers, ou plus précisément des trains entiers, remplis de Soviétiques, principalement des Russes, mais aussi quelques Ukrainiens et Biélorusses. Et ils se sont mis à reconstruire la ville sur les ruines. Aujourd'hui, c'est une ville russe moderne, avec une population d'environ 489 000 habitants dans l'oblast, concentrée principalement dans la ville. Pour une ville russe, ce n'est pas trop mal, même avec les problèmes économiques causés par la guerre, qui se font aussi fortement sentir ici. Il y a des universités et des bars à sushi. Les vues sont magnifiques, et il y a un port animé et très fréquenté, le seul port russe qui reste libre de glace toute l'année en fait. Donc, malgré le fait qu'il y avait beaucoup plus de touristes avant que la Russie n'envahisse l'Ukraine. Il y a beaucoup d'endroits pires où vivre en Russie que Kaliningrad. C'est-à-dire, si cela ne vous dérange pas de vivre dans l'une des zones les plus militarisées d'Europe, à Kaliningrad, l'armée russe est partout. On parle de la flotte de la Baltique, y compris des sous-marins, des escadrons d'avions, des bataillons de systèmes de défense aérienne S-400, de nombreux systèmes de missiles Iskander, et au moins 10 000 soldats. Vous pouvez y trouver absolument tout, même des armes nucléaires.
C'est pourquoi c'est si important à la fois pour la Russie et pour l'OTAN, et pourquoi les déclarations générales affirmant que l'OTAN pourrait s'emparer de Kaliningrad en un clin d'œil sont si intrigantes. Donoghue, qui est le commandant de l'armée américaine pour l'Europe et l'Afrique, a fait ces remarques mercredi lors de la première conférence terrestre Euro de l'association de l'armée américaine à Wiesbaden, en Allemagne. La conférence aspire à être l'événement phare dans le théâtre d'opérations européen pour les militaires, les dirigeants industriels et les responsables gouvernementaux. C'est un lieu où ils peuvent se réunir pour discuter des derniers développements en matière de technologie, de stratégie et de politique de l'armée. Kaliningrad fait environ 47 miles de large et est entouré par l'OTAN de tous les côtés. Selon Donoghue, l'armée et ses alliés ont désormais la capacité de neutraliser cela depuis le sol, dans un délai qui est inédit et plus rapide que tout ce que nous avons jamais pu faire. Nous avons déjà planifié et développé cela. Le problème de masse et de dynamique que la Russie nous pose, nous avons développé la capacité de nous assurer que nous pouvons arrêter ce problème de masse et de dynamique. Il a fait ses commentaires dans le contexte d'un nouveau plan de ligne de dissuasion du flanc Est, qui vise à renforcer les capacités terrestres et à favoriser l'interopérabilité militaro-industrielle à travers l'Alliance. Comme son nom l'indique, la nouvelle stratégie est axée sur les États baltes, la Pologne et le nouveau membre de l'OTAN, la Finlande. La Pologne ne partage pas de frontière directe avec la Russie, mais avec la Biélorussie. Et puisque la Biélorussie et la Russie sont réunies dans un état d'union, c'est pratiquement la même chose. Cela signifie que ces 5 pays, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne et la Finlande, sont les États de première ligne de l'OTAN à l'Est. C'est pourquoi le corridor de Suwałki est si important pour les deux camps. Il convient de mentionner que le problème de Kaliningrad et du corridor de Suwałki aurait pu être complètement évité. Dans les années 1950, le dirigeant soviétique Nikita Khrouchtchev a proposé l'ensemble de l'oblast de Kaliningrad à la République socialiste soviétique de Lituanie. Mais le secrétaire de longue date du Parti communiste en Lituanie, Antanas Šnikus, a refusé d'accepter ce territoire car cela aurait ajouté au moins 1 million de Russes ethniques à la Lituanie proprement dite. Ainsi, l'enclave était restée une partie de la RSS de Russie et est devenue une partie de la Fédération de Russie lorsque l'Union soviétique s'est dissoute. En même temps, le corridor de Suwałki est devenu une partie de la Lituanie indépendante, qui bien sûr a ensuite rejoint l'OTAN, bénéficiant de la protection des obligations de défense mutuelle de l'article 5 de l'Alliance. Aujourd'hui, en cas de confrontation entre la Russie et l'OTAN, si la Russie fermait le corridor, cela empêcherait effectivement les forces de l'OTAN d'atteindre les États baltes et la Finlande par voie terrestre sans envahir la Biélorussie. Et les capacités A2, AD de la Russie sont importantes des deux côtés du corridor à Kaliningrad, mais encore plus en Biélorussie, qui peut être renforcée beaucoup plus facilement. Selon Donoghue, des plans régionaux sont en cours d'élaboration depuis un certain temps. Mais l'armée, avec l'OTAN, se concentre d'abord sur les États baltes pour essayer d'y parvenir. Comment faites-vous en sorte que l'industrie et les nations sachent exactement quelles sont les exigences ? Nous savons ce que nous devons développer, et le cas d'utilisation que nous prenons et que vous devez dissuader depuis le sol. Au cas où vous vous demanderiez comment l'armée compte neutraliser Kaliningrad aussi rapidement, peut-être de façon surprenante, c'est principalement depuis le sol. Cela pourrait changer la donne, compte tenu des défenses de la Russie, que nous aborderons un peu plus tard. Comme le dit Donoghue, le domaine terrestre ne devient pas moins important, il devient plus important. Vous pouvez désormais neutraliser les bulles A2, AD depuis le sol. Vous pouvez désormais contrôler la mer depuis le sol. Nous voyons toutes ces choses se produire en Ukraine. Il n'a pas tort. Réfléchissez à la façon dont l'Ukraine a réussi à forcer la flotte russe de la mer Noire à quitter la Crimée. La queue basse est trempée. Les drones navals et les missiles lancés depuis la terre se sont avérés très efficaces, sans recours à la force aérienne ni à la marine. En effet, les systèmes sans pilote constituent une grande partie du plan exposé par Donoghue. Mais l'objectif principal semble être de développer des systèmes standardisés, basés sur les données, des lancements communs et une coordination dans le cloud entre les nations et les équipements qui collaborent. C'est un système futuriste, intégré et modulaire, conçu pour une interopérabilité et une projection de puissance maximale, mais avec un minimum de complications et, idéalement, de coûts. Le plan semble avoir été approuvé. Maintenant commence la sollicitation et l'acquisition des systèmes nécessaires pour le faire fonctionner. Le système de partage de données a en fait déjà été sécurisé par l'OTAN, à savoir le système intelligent MAVEN de Palantir. Le système est au cœur du projet MAVEN, officiellement connu sous le nom d'équipe interfonctionnelle de guerre algorithmique.
L'armée américaine est souvent très intelligente quand il s'agit de nommer des choses afin d'obtenir des acronymes accrocheurs une fois abrégés. Mais AWCFT est plutôt maladroit, quelle que soit votre langue maternelle. Donc ce sera le projet MAVEN. Ce n'est pas que le nom soit dénué de pertinence. Le projet MAVEN est un projet du Pentagone qui utilise l'apprentissage automatique et la fusion de données pour traiter des données provenant de nombreuses sources. Il utilise ensuite les données traitées pour identifier des cibles potentielles, afficher des informations via une interface utilisateur et transmettre les décisions humaines au système d'armes, entre autres fonctions. Le projet est géré par l'Agence nationale du renseignement géospatial depuis 2022, avec la principale plateforme de fusion de données conçue et exploitée par Palantir. Le système intelligent, MAVEN. Les sources de données de MAVEN, incluant des photographies, des images satellites, et des données de géolocalisation provenant d'interceptions de communication, de capteurs infrarouges, de radars à synthèse d'ouverture et autres sources similaires. L'ensemble de données d'entraînement comprenait au moins 4 millions d'images d'objets militaires, tels que des navires de guerre ou étiquetés par des humains. Les systèmes d'apprentissage automatique, y compris les systèmes de reconnaissance d'objets, traitent ensuite les données, ce qui permet à MAVEN d'identifier des cibles potentielles, comme des chars ennemis, ou l'emplacement de nouvelles installations militaires. L'interface utilisateur de MAVEN permettrait de voir les mouvements d'avions, la logistique, les emplacements du personnel clé et des navires figurant sur la liste de non-frappe, et plus encore. Les cases à contour jaune indiquent les cibles potentielles, tandis que les cases à contour bleu indiquent les forces amies, ou les zones de non-frappe. Fait crucial dans le contexte de la ligne de dissuasion du flanc est. Il peut également transmettre directement les décisions humaines d'ouvrir le feu aux armes concernées. Encore mieux, MAVEN a déjà fait ses preuves sur le champ de bataille lors du pont aérien de Kaboul en 2021. Lors du retrait précipité des États-Unis d'un Afghanistan en plein chaos, MAVEN a permis de visualiser la situation sur le terrain. Il pouvait afficher simultanément des flux de données tels que les mouvements d'avions, les menaces logistiques et les emplacements du personnel clé. Le général Donohue, personnellement impliqué dans l'opération, commente la guerre russo-ukrainienne. Les États-Unis ont également utilisé le renseignement satellitaire en conjonction avec MAVEN pour fournir aux forces ukrainiennes les emplacements des équipements russes. Peu de temps après, le dit équipement explose. MAVEN a également été utilisé pour affiner les cibles des frappes aériennes en Irak et en Syrie en février 2024, ainsi que pour localiser les lancements de roquettes au Yémen et les navires de surface en mer Rouge, selon le United States Central Command. Donc, il semble évident que MAVEN soit utilisé pour les opérations de la ligne de dissuasion du flanc Est 2. Et il est facile de voir à quel point cela serait utile pour informer et coordonner une attaque contre Kaliningrad. Les autres composants du système sont en cours de développement. Nous savons déjà exactement ce que nous devons faire avec le cloud, et nous connaissons précisément le type de système sans pilote, de brigade, et tout le reste dont nous avons besoin pour cela, selon Donohue. Plus précisément, l'armée souhaite que ses capacités soient interopérables avec les partenaires de l'OTAN. Au cœur de ce plan se trouve un lanceur commun pouvant servir à la fois en capacité offensive et défensive, ainsi qu'un système de contrôle de tir que n'importe quelle nation peut utiliser. Nous souhaitons un système unique, potentiellement avec équipage, capable d'utiliser les munitions de tout pays, a-t-il affirmé. Tout cela semble plutôt excitant, et il sera intéressant de voir quels systèmes et quelles normes seront finalement adoptés. Malheureusement, et c'était tout à fait prévisible et compréhensible, Donohue n'a donné aucun détail supplémentaire sur la façon dont ce système pourrait être utilisé. Prendre Kaliningrad, surtout s'en emparer en moins de temps qu'il n'en faut à un opérateur de drone vu à la première personne ukrainien pour mettre définitivement hors service un blindé russe. L'enclave est assurément une noix difficile à casser. Des années 1990 jusqu'au début de 2016, les forces militaires de Kaliningrad étaient relativement faibles, mais en 2021, elles avaient été sérieusement renforcées avec des armements lourds et variés, même s'il est difficile de le dire exactement à travers le brouillard de la guerre. En 2023, le 11e corps d'armée comptant entre 12 000 et 18 000 hommes y était basé, équipé de chars, T-72, de véhicules blindés, de transport de troupes BTK, de lance-roquettes mobiles et d'artillerie. La 336e brigade d'infanterie navale de la garde, fortement mécanisée, était également basée dans l'oblast, avec des véhicules blindés de transport de troupes BTR, et au moins un bataillon serait capable d'assaut aérien. Cependant, selon le ministre polonais des Affaires étrangères, Radoslav Sikorski,
la Russie a retiré une partie importante de ses troupes de la région de Kaliningrad pour les redéployer sur d'autres missions. Il a déclaré cela lors du sommet de l'OTAN à La Haye le 25 juin, ajoutant que de plus, la Russie doit former de nouvelles unités à la frontière finlandaise, étirant ses forces. Auparavant, en août 2024, Raimundo Vyshnoru, commandant des forces armées lituaniennes, avait également signalé que la Russie avait été contrainte de redéployer des troupes à Kaliningrad. Dans ce cas, c'était en raison de l'incursion ukrainienne à Koursk, qui battait son plein à l'époque. Le nombre de soldats restant dans l'enclave reste donc inconnu. Cependant, les 4 escadrons d'avions qui étaient reconnus pour être stationnés à Kaliningrad en 2023, comprenant un mélange de Su-30 SM Su-24 et Su-27, semblent toujours y être présents. Il est également très probable que certains des derniers Su-35 aient été ajoutés à ce groupe. Cela représente une défense aérienne et antimissile robuste, avec au moins 4 bataillons du système de missiles Solers 400. La flotte de la Baltique de la Russie continue également d'être principalement basée à Kaliningrad, et semble avoir été largement épargnée par la guerre en Ukraine. Compte tenu du sort de la flotte de la mer Noire, il est compréhensible que la Russie ait gardé cette partie de sa marine bien à l'écart de la guerre. En 2022, la flotte de la Baltique comptait 52 navires de guerre de surface dont 4 des nouvelles corvettes de classe Sterogouchki armées de missiles de croisière, un sous-marin de classe Kilo et de nombreux navires de soutien. On sait également que 2 des corvettes de classe Bayern de la flotte peuvent être équipées du missile de croisière calibre Land Attack. Nous y reviendrons. Pour soutenir la flotte, l'enclave accueille aussi au moins une batterie anti-navire terrestre. Le système de missiles Bastion P, qui utilise des missiles Onyx P-800, dispose d'une portée de 75 à 210 000 nautiques. Mais on peut dire que l'élément le plus problématique de la défense de Kaliningrad, du point de vue de l'OTAN, ce sont les systèmes terrestres, pour missiles balistiques, Iskander. On pense qu'il y a des dizaines de ces systèmes présents à Kaliningrad, à la fois des variantes Iskander M et Iskander K. Avec une portée d'environ 300 miles, les systèmes Iskander M offrent une couverture de missiles sur une grande partie de la Pologne, de la Lituanie et la majorité de la Lettonie, ainsi que sur le territoire danois d'origine. La production des dernières versions de ces missiles aurait été portée à 750 exemplaires en 2025 et la Russie a utilisé ces stocks de manière relativement parcimonieuse en Ukraine pendant la même période. Il est donc probable qu'il y ait quelques centaines de missiles disponibles pour des opérations A2, AD, afin de fermer le corridor de Suwałki et au-delà. Il faut aussi mentionner qu'ils peuvent transporter des ogives nucléaires. Cela rend les complexes Iskander K encore plus problématiques. Ils peuvent également être utilisés pour lancer, entre autres, le missile de croisière calibre à attaque terrestre, qui a une portée de plus de 2500 km. Cela met la plupart des grandes capitales européennes de l'OTAN à portée. À environ 2170 km chacune, Londres et Paris sont aux limites extérieures, mais Stockholm, Copenhague et Berlin sont à moins de 1450 km, et Helsinki n'est qu'à environ 1100 km. L'OTAN n'a pas d'équivalent à ce stade. C'est justement cette capacité qui rend la rapidité avec laquelle l'OTAN pourrait prendre Kaliningrad, si nécessaire, vraiment cruciale. Il faudrait neutraliser la plupart de ces lanceurs et leurs systèmes de guidage avant que la Russie n'ait la possibilité de les activer. C'est là que des systèmes automatisés, intelligents, flexibles et rentables, comme celui que Donohue a présenté, pourraient faire toute la différence, tant lors de la planification que pendant les phases opérationnelles. Sans surprise, la Russie a réagi aux propos de Donohue comme prévu. Le premier commentaire est venu de Leonid Slutsky, le président de la Commission des Affaires internationales de la Douma d'État russe, la chambre basse du Parlement. En tant que dirigeant du Parti libéral-démocrate de Russie, il représente techniquement l'opposition. Une attaque contre la région de Kaliningrad signifiera une attaque contre la Russie, avec toutes les mesures de représailles appropriées, prévues notamment par sa doctrine nucléaire. Le général américain devrait en tenir compte avant de faire de telles déclarations, a-t-il déclaré à l'agence de presse russe, TAS. Vladimir Poutine a été largement condamné pour son agitation nucléaire, par exemple à propos de l'autorisation donnée à l'Ukraine de frapper des cibles en profondeur sur le territoire russe avec des armes fournies par l'OTAN. Il a également été ridiculisé pour ne pas avoir réagi à chaque fois qu'une nouvelle ligne rouge était franchie sans réponse nucléaire. Cependant, dans le cas de Kaliningrad, il y a des raisons de croire qu'une action préventive de l'OTAN provoquerait une réponse regrettable. C'est tout simplement trop précieux pour la Russie sur les plans stratégiques, économiques et historiques. Ainsi,
Toute attaque de l'OTAN contre Kaliningrad risquerait sérieusement de provoquer une réponse nucléaire, surtout si elle est aussi dévastatrice que ce que prétend Donoghue. C'est une raison supplémentaire de veiller à ce que, une fois ce système pleinement opérationnel, sa morsure soit aussi redoutable que ses menaces. Nous vous tiendrons informés au fur et à mesure que l'histoire évolue. Alors abonnez-vous pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé.